Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. 3 axes politiques majeurs au cours de cette émission. La première, c'est donc après sa position, sa demande donc de candidature à la CEI, Jean-Luc Billon a été démis de ses fonctions de délégué départemental de Dabakala à suivre dans cette émission. Ensuite, nous regarderons donc le point de l'ONU qui a désavoué un document lui attribuant une demande d'éligibilité du président du PDCI, Tidiane Thiam. Et puis on regardera cette information importante également, le président du FPI qui a fait donc sa demande, qui a déposé son dossier de candidature à la CEI. En seconde partie avec Élisée Boloubeu, rappelez-vous, nous devrions le faire hier, nous le faisons donc aujourd'hui. C'est donc l'état des lieux du trafic de drogue dans le golfe de Guinée avec Élisée Boloubeu. On terminera donc notre émission avec 2 invités. Le premier, Lassine Meïté, secrétaire général du collectif des acquéreurs de Akupé Zedji à Chokwa. Voilà, des acquéreurs contextent la qualité de Touré Ahmed Bois sur le site qui fait litige. Et nous terminerons du moins avec le réalisateur du film Toupé. Ça doit vous dire quelque chose. En Côte d'Ivoire, Toupé veut dire simplement alliance à plaisanterie entre des ethnies. On parlera donc de ce film-là, quand la tradition transcende nos différences et nos différends. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. Vendredi 22 août 2025. Merci de votre fidélité à ce programme. Nous sommes le Grand Talk. Nous accompagne ce soir Gandhi Koué. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Christelle. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. L'occasion aussi pour moi de dire bonsoir à toutes les populations de Bondoukou. Très bien. Herman Aboua, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais saluer l'initiative Les Couleurs Vacances de Koyaté. C'est tous les villages Goa de Côte d'Ivoire qui se réunissent dans ce village, ce beau village Goa qui est à Bergerville, pour fester avec des festivités socio-culturelles, sportives et aussi des conférences, des initiatives d'environnement. En tout cas, je suis avec eux. Merci Herman. Barry, docteur Barry, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis. Permettez-moi de témoigner ma compassion à toutes les populations résidentes de quartier de Mané à Conakry qui ont été victimes d'un éboulement de terre hier qui a entraîné une vingtaine de décès suite à une très grosse pluie. Donc mes compassions à toutes les familles de Manéa. Et notre Yako, comme on le dit en Côte d'Ivoire, Yako, ça veut dire simplement on est avec vous, on pleure avec vous. Donc toute notre compassion à la Guinée qui a perdu donc des fils dignes lors de cet éboulement. Merci en tout cas de votre fidélité à ce programme. Nous accompagne Monsieur Claustran Nguessan, directeur stratégie et marketing de Live TV et Live Radio. Bonsoir. Bonsoir Christelle. Merci d'être là. Et à côté de vous, vous avez Monsieur Serge Coblin. Vous êtes le responsable marketing communication de Mansa Bank. Bonsoir Christelle. Évidemment, quand on parle de Mansa Bank, tout le monde sait, on fait référence à Jeune Mansa. Il s'agit donc pour les entrepreneurs qui seront choisis, 32 au total, d'avoir à la clé 100 millions de francs CFA pour booster leur projet. Alors, Claustran, rappel sur ce que c'est que le projet Jeune Mansa et pourquoi l'avoir initié. Merci beaucoup. C'est notre plaisir. C'est un programme de télé-réalité entrepreneuriale qui a été initié par Mansa Bank en partenariat, en collaboration avec Live TV et qui met en compétition de jeunes champions ivoiriens et africains. Et avec, comme vous l'avez dit à la clé, un beau financement inédit en Côte d'Ivoire et même peut-être en Afrique de 100 millions. Voilà. 100 millions de francs CFA. Alors, monsieur de Mansa Bank, vous êtes monsieur Serge Coblin, responsable marketing communication. Nous sommes à la 4e édition. De la première édition jusqu'à la 4e, êtes-vous une banque satisfaite? Pensez-vous pouvoir pousser un peu le montant du financement? Votre réaction là-dessus? Ok, merci Christelle, merci pour la parole. Nous sommes très heureux d'être là ce soir au nom du directeur général El Hassan Akaba, DG de Mansa Bank. Nous sommes très satisfaits. Mansa Bank est satisfait de Jeune Mansa. De la première édition jusqu'à la 4e édition, saison 4 cette année, c'est plus de 300 millions de financements qui ont été accordés
C'est plus d'1 million de téléspectateurs chaque semaine lors des diffusions. Nous sommes passés de pratiquement 1200 postulants à 6000 postulants. Ce sont des chiffres qui montrent l'engouement, qui montrent que Jeunes Mansa est aujourd'hui un bilan très positif ici en Côte d'Ivoire et même on dira partout ailleurs. Donc nous le disons, nous sommes très fiers véritablement de pouvoir initier ce type de projet-là pour la jeunesse ivoirienne et africaine en vue d'avoir un impact social. Une question. Je veux savoir, on est à la 4e édition, mais quels critères déterminent qu'un projet est finançable par Massam Bank dans le cadre de l'émission? C'est une très belle question. Parmi les critères qui sont choisis, c'est premièrement la viabilité du projet. Il faut que le projet soit viable. C'est-à-dire être viable, un projet viable. Un projet viable, c'est dit que c'est l'ensemble des données économiques et sociales qui entourent le besoin de celui qui porte le projet. Donc, il y a la viabilité. Ensuite, aussi, au-delà de cela, nous avons aussi la pérennité de la source de remboursement. Il est important que celui qui est porteur du projet, on puisse s'assurer de la pérennité de la source de remboursement. Quand on parle de pérennité, c'est de dire est-ce que le projet adresse un besoin spécifique clair? Est-ce qu'il y a le prix est adéquat avec les réalités sociales? Est-ce qu'il y a un circuit de distribution qui permet de maîtriser le cycle d'exploitation de ce projet-là? Donc c'est un ensemble de critères que nous regardons qui permet de pouvoir de statuer et de pouvoir accompagner les différents projets. Dandy? Bon, bonsoir monsieur. Bonsoir. Bonne arrivée. Merci. Bon, ce que je veux savoir, en dehors du financement que vous octroyez déjà aux lauréats, est-ce qu'il y a un autre type d'accompagnement que vous offrez aux lauréats en termes de mentorat, suivi, réseautage, en dehors du financement que vous offrez déjà? Oui, il faut le dire, de bout en bout, Mansa Bank accompagne. Mansa Bank accompagne et au-delà du financement, le capital financement important, c'est vrai, nous sommes banquiers, on le dira, mais il n'y a pas que l'argent. Il y a aussi le capital connaissance, le capital formation. Donc de bout en bout, quand vous regardez le processus même de mise en œuvre, il y a des appels à candidature, il y a des formations qui sont faites, il y a des masterclass, il y a des coachings. Donc au-delà même du financement qui est fait, il y a un coaching qui est fait, il y a une assistance technique qui est faite, de sorte à ce que les porteurs de projets ou les gagnants puissent eux-mêmes arriver à s'éduquer financièrement et à réussir à être des exemples pour la société avec un impact réel. Pour l'ensemble même des participants? Oui, l'ensemble des participants, puisqu'il y a des porteurs de projets qui certainement n'ont pas gagné Jeunes Mansa, mais qui, après, ont été assez matures, assez mûrs, et qui sont revenus après pour présenter d'autres projets, mais qu'on a financé également. C'est dit que tout le monde ressort gagnant dans cette émission Jeunes Mansa, et c'est pour le bonheur de la population à l'initiative de Mansa Bank. Très bien, Dr Barry. Alors, M. Nguessan, moi, ma question vous est adressée. Aujourd'hui, avec Jeunes Mansa, on sait que c'est devenu un rendez-vous attendu par le public ivoirien. Selon vous, qu'est-ce qui explique ce succès auprès du public ivoirien? Il y a 3 choses qui expliquent ce succès. D'abord, comme je l'ai dit à l'entame de mon intervention, c'est le côté précurseur même du programme. C'est une télé-réalité, mais c'est une télé-réalité entrepreneuriale. Et lorsqu'on l'a lancé il y a 4 ans, c'était tout à fait inédit. La deuxième chose, c'est la constance. C'est-à-dire, on donne un rendez-vous qui est annuel à tout l'écosystème. Et nous... Mais depuis 4 ans, il n'y a pas eu de cassure. Il n'y a pas eu d'interruption. Okay. Et nous-mêmes, pendant 1 an, il y a des entrepreneurs qui nous contactent pour savoir quand est-ce que vous lancez Jeunes Mansa. Donc c'est une attente de tout l'écosystème et c'est super important. Et la 3e chose, et je pense que c'est la plus importante, c'est l'éducation. Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que les banques ne prêtent pas, les banques n'accompagnent pas les jeunes pousses, etc. Mais on a une banque qui non seulement éduque, qui montre comment avoir un financement, qui montre tout le processus, et ça impacte tout le monde, au-delà de la cohorte qui est choisie. Est-ce que les anciens gagnants ont pu donc stabiliser tant de financement, le multiplier, et puis devenir des champions? Oui, vous allez le voir dans la diffusion de demain. Okay. On parle justement des anciens gagnants et comment est-ce que ce financement et cette formation a permis de les booster et véritablement d'avoir
un gros impact sur leur activité. En tout cas, si vous venez, Herman, un instant, si vous venez à peine de nous prendre en marche, bonsoir, vous êtes sur le Grand Talk. Nous recevons M. Clausran Nguessan, directeur stratégie marketing Live TV et Live Radio, et Serge Coblan, responsable marketing communication de Mansa Bank, parce qu'il y a le lancement donc de Jeunes Mansa. Mais juste après, nous reviendrons à notre point politique et Élisée Boloube donc nous rejoindra sur ce plateau. Herman. Ouais, rapidement, je vais rester à M. Nguessan Clausran. Oui. Quelles innovations propose la saison 4 pour maintenir l'intérêt des téléspectateurs, vu qu'il y a un réel engouement? Ok, là, il y a 3 innovations majeures. La première, on l'a appelée la minute de l'expert. C'est toujours dans l'optique d'éduquer, vraiment de mettre l'accent sur l'éducation. Et ce qu'on a fait, dans Jeunes Mansa, il y a des formations portées par des experts de haut vol. Et ces formations sont données. Et on a créé des capsules qui sont indépendantes où ces experts-là reviennent sur ces formations et en 2 ou 3 minutes parlent de l'essentiel de comment construire un plan marketing, comment construire un business plan, comment construire une stratégie de communication, comment faire du self-branding, etc. Et ces capsules-là vont être diffusées toute la journée sur Live TV pour pouvoir vraiment impacter le plus grand nombre. Là, le deuxième élément, c'est un grand jeu, une sorte de grand QCM. On l'avait déjà entamé la saison dernière, mais ça va prendre une autre dimension et toujours poser des questions d'un côté assez ludique. Pour rendre ça interactif. Tout à fait, un côté très, très interactif et qui va permettre aux gens de gagner de gros lots. Et la troisième innovation, je pense que c'est l'innovation majeure, c'est l'ouverture panafricaine du projet. Avant, on le faisait en Côte d'Ivoire. Maintenant, ça a été ouvert. Et dans notre cohorte, on a reçu 25% de personnes de l'extérieur. De quel pays, par exemple? Du Burkina, du Bénin, etc. Et donc, voilà. Et on va voir les candidats. Les candidats sont venus de toute l'Afrique. C'est une très belle cohorte. Effectivement. Et si vous aviez un dernier mot, messieurs, on commencera par monsieur de Mansa Bank. Un dernier mot avant donc, le lancement de demain? Oui, notre dernier mot, c'est de dire à tout le monde, premièrement aux jeunes, de rester connectés parce que demain, ils vont suivre une émission assez palpitante qui va susciter en eux beaucoup d'engouement pour pouvoir les amener à pouvoir réaliser leur projet. On veut leur dire aussi, à travers cette émission, d'oser rêver, de rêver grand. Et Mansa Bank sera à leur côté pour les aider à transformer leurs rêves en réalité. Alors, M. Nguessan, ça sera quoi la périodicité, le timing diffusion? On démarre demain, c'est clair? Oui, la périodicité, c'est hebdomadaire. Donc demain à partir de 20h. Et en rediffusion le dimanche à 17h. Et donc voilà. Vous allez suivre une très belle aventure humaine. Et c'est tous les samedis? C'est tous les samedis. À partir de 20h. Et en rediffusion dimanche? Oui. À partir de 17h. Cette saison serait explosive apparemment. Oui, absolument. Nous le croyons. Très dynamique, très palpitante. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes M. Clausran Nguessan. Vous êtes le directeur stratégie marketing Live TV, Live Radio, accompagné de M. Serge Coblan, responsable marketing et communication de Mansa Bank. À la clé, il y a 100 millions de francs CFA, avec une saison ouverte sur l'international. Effectivement. On a toujours 32 candidats, n'est-ce pas? Oui, on a toujours 32 candidats. Merci d'être venu. Excellent week-end à vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, messieurs, nous allons maintenant ouvrir avec vous, chers téléspectateurs, la page politique de cette émission. Nous commençons avec cette actualité. Après donc son dépôt de candidature soutenu par la coalition Code, entendez Congrès démocratique, Jean-Louis Billon a été donc, dans les moments qui ont suivi, démis de son poste de délégué départemental de Dabakala. Comment est-ce que nos amis sur le plateau et vous-même observez cette mesure? Était-ce une mesure nécessaire ou simplement le PDCI peut-être n'est-il pas allé trop vite en besogne? Quelle réaction, messieurs, quelle réaction donc? Quels sont vos commentaires? Commençons par vous, Herman, tout en disant bonsoir à Élisée Boloube. Bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir chers amis sur le plateau, heureux de vous retrouver. Nous aussi. Herman. Jean-Louis Billon, il est dans sa démarche. Hein. Il a annoncé depuis plusieurs années déjà qu'il serait candidat. Il est resté, lui-même. Aujourd'hui, il est allé présenter, d'opposer son dossier de candidature, sans rappeler qu'il a déjà réuni dans 20 régions, le parrainage. Ce parrainage. Donc je pense bien que
moi, je suis, comme je dis toujours, le PDCI, RDA, le PPACI, pour moi, ne devrait pas être absent à la prochaine présidentielle. Donc, on est à quelques jours de délai de la fin du dépôt des dossiers de candidature et de la collecte des parrainages. Je me dis que ces deux partis-là, quoi qu'ils ne sont pas en liste pour l'élection présidentielle avec le candidat choisi en convention, les militants et sympathisants pourraient se rabattre sur les différentes candidatures de précaution qu'on voit. Maintenant, comment est-ce que ces candidats qui sont issus d'un parti politique et finalement qui n'ont pas la caution officielle de ce parti politique, comment est-ce que dans leur discours ils séduisent l'électorat? C'est ce que j'ai envie de voir leurs militants. Parce qu'aujourd'hui, bien plus qu'avant, M. Jean-Louis Billon doit donner des coups de phare à son parti politique. Ça veut dire que essayer, malgré le fait qu'on l'ait écarté, tout ça, mais rester avec des messages de rassemblement, de respect des institutions des organes de son parti. Bien qu'il ait été démis de parce qu'aujourd'hui, tu es candidat, il faut pouvoir avoir, même si de façon officielle la base n'est pas avec toi, mais il faut pouvoir séduire cette... mais on l'a vu, lorsqu'il partait déposer, donc faire acte de candidature, Gandhi, on l'a vu accompagné de militants du PDCI. Enfin, oui, on peut se tromper, mais on a vu des personnes en tenue, enfin en uniforme. Oui, c'est sûr que ce sont des militants du PDCI, RDA, qui sont d'accord avec lui, mais n'empêche que tout ce qu'il fait, c'est de façon officieuse. Aujourd'hui, il n'est pas le candidat du PDCI-RDA. Il est un candidat, certes militant du PDCI-RDA, mais qui n'est pas adoubé par son parti politique. Donc, ce sont les messages qu'il va envoyer à l'endroit de ces militants-là, qui finalement, désespérés, n'ont pas de candidat à l'élection présidentielle, qui pourraient se rabattre sur lui, mais c'est à lui de les séduire. Très bien. Gandhi, votre commentaire, on les a vus, autour du candidat déclaré Jean-Louis Billon, partir l'accompagner avec cris et chants, l'accompagner faire acte de candidature. Finalement, le PDCI a-t-il eu raison de le démettre de ses fonctions, puisque soutenu par une autre coalition? Non, mais je pense qu'à ce niveau-là, c'est une logique. Et le PDCI est logique. Moi, je vois ça sous l'angle disciplinaire. Vous voyez, quand on est dans un parti, il y a des règles. C'est comme un pays, il y a des règles dans un pays. Dès lors qu'on ne respecte pas les règles d'un parti, vous voyez, le PDCI, unanimement, avec une majorité écrasante, a choisi son candidat à une convention, a choisi son président de parti. Donc, à cet effet-là, toutes les décisions qui sont prises au sein du PDCI, dès lors que vous ne les respectez pas, vous n'êtes plus de PDCI. Je peux comprendre, Thiam, c'est légitime d'être candidat. Tout Ivoirien appelé être candidat s'il le désire. Mais lorsque ce n'est pas fait sous la coupole, sous la houlette du PDCI... Jean-Louis Billon. Voilà, je peux comprendre. Jean-Louis Billon, du coup, il enfreint aux lois que s'est donné le PDCI. Donc pour moi... Mais depuis longtemps, quand il a déclaré... Oui, mais justement, il peut pouvoir le faire. Je l'ai dit tout à l'heure, il peut déclarer sa candidature, mais lorsqu'il n'a pas déjà l'accord du parti, il agit en dehors. Tout ce qui se passe en dehors du parti n'est pas du parti. C'est un individu du parti. Je pense qu'il pourrait être plus courageux depuis lors pour pouvoir se retirer du PDCI pour la circonstance. Mais dans l'heure que le PDCI a choisi son candidat jusqu'à preuve de contraire qui s'appelle Thiam, il n'y a plus de raison qu'on ait encore du bruit. Et c'est à saluer parce que c'est ça, à un certain moment donné, il faut prendre la chicotte pour mettre de l'ordre. Et je suis d'accord avec Thiam, je suis d'accord avec le PDCI. Jusqu'à preuve de contraire, aucun organe du PDCI n'a décidé quoi que ce soit concernant la candidature en dehors de celle du Thiam. Et vous dites qu'il aurait dû lui-même démissionner avant, Jean-Louis Billon, c'est ce que vous dites? Oui, pour ma part, à un certain moment, quand on est dans un parti, qu'on pense que c'est aussi ça la loi de la démocratie, c'est-à-dire qu'on se plie à ce que la majorité, ou bien ce qu'on a décidé, lorsqu'on ne se retrouve pas là-dedans, on se démarque. Je donne l'exemple de Macron en France. Il était du Parti socialiste. Quand il a su qu'il devait devenir président, à un moment donné, il s'est retiré, il a créé son truc et parti. Jean-Louis Billon a parlé de code. Il pourrait dire qu'il est le candidat du code, mais dès lors, alors pour ne pas saper le moral, bien pour ne pas envoyer une certaine confusion, c'est normal pour dire à un certain moment, attention, ce n'est pas le PDCI. Le PDCI est un candidat. Fut-il maintenant, s'il n'est pas candidat, maintenant, la justesse de sa candidature, ça c'est un autre débat, mais à l'heure actuelle pour le PDCI, je pense que c'est à saluer. Le président a agi avec délicatesse. À un moment donné, il faut arrêter, il faut qu'il y ait une certaine discipline. Et c'est important pour tous les autres partis. Merci beaucoup, Élisée. Alors, Élisée Boloubé, le communiqué dit en substance que le président du PDCI-RDA a procédé à une nomination d'un nouveau délégué à Dabakala. Monsieur Touretimoko Justin, délégué départemental de Dabakala 2, est donc nommé délégué intérimaire de la délégation départementale de Dabakala 1
en remplacement de M. Jean-Louis Billon. Commentaire. Oui, moi, je pense qu'il y a une précision à faire. La précision, c'est qu'on ne lui dénie pas son droit de militant du PDCI. On lui dit juste qu'il n'est plus responsable, c'est-à-dire qu'il ne fait plus partie des instances dirigeantes dans la zone. On le garde toujours militant. Oui, parce que je suppose, hein, je n'ai pas vraiment confirmation, mais je suppose que ce poste-là, c'est un poste nominatif, ce n'est pas un poste électif, je pense. Donc, si ce poste est un poste nominatif, bien évidemment, celui qui nomme a aussi le droit de dénommer quand il estime que c'est le cas. Mais on ne lui dénie pas son statut de militant du PDCI. Donc ça, c'est une précision importante à faire. Mais je pense, hein, honnêtement, qu'il n'y a vraiment pas, y a pas de loup à la bergerie. C'est normal. Pour moi, effectivement, Jean-Louis Billon, si tant est que il a planifié toute sa procédure, c'est-à-dire il a planifié sa stratégie, aller aux élections et autres, s'attendait plus ou moins à une telle décision. C'est ce qui est logique, c'est ce qui est normal. Vous ne pouvez pas ne pas avoir été adoubé par le parti, continuer de garder des fonctions de responsabilité dans le parti quand vous savez que le parti a déjà un candidat sur lequel il a porté son choix. Devait-il partir avant? Mais oui, depuis, il devait déjà même se décharger de cette responsabilité-là pour s'occuper pleinement de ses responsabilités de candidat. Moi, je pense. Parce qu'il sait, on sait comment fonctionne un parti. C'est une question de jeudi, c'est une question de discipline de parti, mais également c'est une question de responsabilité. Dès l'instant que vous êtes dans un parti qui a choisi un candidat et donc qui a adoubé ce candidat et que vous avez des ambitions d'être aussi candidat, mais la logique voudrait que vous ne sortez pas du parti en tant que militant, vous pouvez rester en tant que militant, mais vous ne pouvez plus porter ces charges parce que ceux qui sont censés faire la campagne du président dans ces régions-là, c'est ceux-là. C'est les coordonnateurs régionaux, c'est les départementaux, les représentants, c'est eux-là. Ils sont chargés de faire la campagne du candidat du parti. Donc vous ne pouvez pas porter la casquette de celui qui va faire la campagne d'un candidat alors que vous êtes candidat. C'est problématique. Donc c'est juste une question de logique et je pense que c'était vraiment à dessein, ou du moins c'était vraiment indiqué qu'on arrive à cette décision. Mais je crois que Jean-Louis Billon ne s'en offusque aucunement. En tout cas, comme je le dis, si tant est que sa dynamique, c'était vraiment de porter son projet jusqu'à terme, il ne peut pas s'en offusquer, ça ne peut même pas être une surprise pour lui, il devrait plus ou moins s'y attendre. Et c'est pourquoi je suis surpris que dès le début, il n'ait pas démissionné, mais de cette responsabilité. Docteur Barry, votre avis là-dessus, et puis on a vu aussi, comme je le disais, des personnes portant donc l'uniforme PDCI, on se dit ce sont des militants qui l'ont accompagné. Cela montre que peut-être que des militants PDCI pourraient donc le choisir finalement comme candidat en dépit du mot d'ordre du parti. Quelle est votre réaction là-dessus? Écoutez, Christelle, je pense que la suspension de M. Jean-Louis Billon n'est pas surprenante. Hein, c'était la suite logique. On sait tous que le président Tidjane Thiam a dit haut et fort qu'il reste le plan A, le plan B, le plan C, le plan Z du parti. Donc, ils sont dans une dynamique. Cette dynamique-là, c'est M. Thiam, notre candidat. Ça, c'est la voix officielle des instances du PDCI. Maintenant, à mon avis, M. Jean-Louis Billon, il a pris tout ça en compte dès le départ. Comment cela? Quand vous suivez son parcours, au début, certains pensaient qu'il n'aurait même pas ses parrainages. Oui. Moi, je pense plutôt que, pour moi, Jean-Louis Billon, il avait déjà anticipé sur ça. M. Thiam n'a pas récupéré la présence du PDCI pour faire de la place à quelqu'un. Il a récupéré le PDCI pour en être le président et le candidat. Et ça, je vous l'ai dit depuis son élection. Ce n'est pas pour faire la place à quelqu'un qu'il a pris la tête du PDCI. Donc, logiquement, M. Jean-Louis Billon a pris tous ces facteurs-là en compte. Et il n'avait pas cessé de rappeler, lors de ses prises de parole, que M. Thiam, il méritait plus que M. Thiam d'être le candidat. Donc, il se voyait être candidat à l'élection présidentielle. Et à la question on lui avait posée, et si vous partez à la convention, que c'est M. Thiam qui est choisi? Il a dit, si la convention est organisée dans les règles de l'art, il va reconnaître. Dans le cas contraire, c'est pour vous dire que en réalité, subtilement, lui, il avait déjà préparé son projet de candidature. Et ça, il ne se démarque pas du PDCI. Pourquoi? Il vise l'électorat du PDCI. Et il sait que publiquement, s'il s'en prend, il se détache du parti, il perd toute la masse. Qu'est-ce que vous mettez dans ce détaché du parti? Si par exemple il décidait de quitter le PDCI pour créer un autre mouvement, c'est clair que toute la base ne le suivrait pas. Mais là, il reste dans une forme d'ambiguïté politique. L'ambiguïté politique ici, c'est quoi? Je ne suis pas d'accord avec Thiam, mais je reste PDCI. Et une autre coalition me porte, c'est ça? Une autre coalition le porte. Mais l'objectif de M. Thiam, c'est le militant PDCI lambda. Ce n'est pas forcément les instances du parti, de M. Billon, je veux dire.
c'est les militants lambda, puisque c'est ceux-là qui peuvent lui accorder une masse de votes populaires. Et cette histoire-là, c'est comme l'histoire du président kenyan, William Ruto. Oui. Il était avec M. Raila Odinga. Après, il s'est retrouvé vice-président du président Kenyatta, qui à son tour a soutenu Raila Odinga comme son vice-président. Aujourd'hui, Ruto, il est président du Kenya. Donc, qu'est-ce sait-on jamais? Peut-être que Jean-Luc Bion ne vise même pas 2025. Il veut juste se jauger sur le terrain, voir quel scoring il va faire. Il sait que s'il a fait, par exemple, je prends une manche de 10 à 20%, oui. Lui vise 2030 en réalité, ce n'est pas forcément 2025. 25. Et il sait que déjà l'expérience qu'il a acquis en allant au contact des électeurs, les autres ne l'ont pas, à commencer par le président Thiam, n'a jamais été élu. Il n'a pas été maire, il n'a pas été député, il a juste été président du PDC. Donc si Jean-Luc Bion arrive à faire un score honorable, pour moi, c'est un adversaire de taille pour 2030, mais pas forcément pour 2025. Dans une stratégie un peu plus longue. Très bien, Herman, on termine avec ce sujet. Rapidement, moi je posais, tout à l'heure, M. Innocent estimait que Jean-Luc Bion aurait pu se démarquer. Oui, Élysée également, il pense qu'il aurait pu démissionner depuis longtemps. Pour moi, d'abord, Jean-Luc Bion n'a jamais dit qu'il était candidat du PDC-RDA. Il est militant du PDC-RDA, c'est ce qu'il précise. Donc il respecte la forme. Donc il n'y a aucune, je veux dire, aucune ambiguïté à ce niveau-là. Mais se démarquer comment? Les gens souvent oublient, c'est pas tout le monde qui aime être transfuge. Elle dit que hier j'étais à X parti, demain je suis avec un autre Y parti. Il a tout son actif de vie au PDC-RDA. C'est pas parce que par les humeurs ou bien par une mésentente à un moment donné qu'il va quitter pour aller assumer, pour dire non. C'est pas tout le monde n'a pas cette envie de sauter sur le premier train et puis aller ailleurs. Non, ils ont construit le PDC-RDA. L'histoire du PDC-RDA, lorsque ça chauffait, Jean-Luc Bion a contribué à ce que ce parti se stabilise. Donc aujourd'hui, il peut dire qu'il reste militant du PDC-RDA. C'est pas vouloir forcément l'électorat. Non, cet électorat du PDC-RDA, il y a contribué également. Donc il veut forcément cette part. Mais s'il ne veut pas l'électorat, qui le porte, qui la double? Oui, mais le parti, le parti ne l'a pas doublé. Aujourd'hui, on est face à une chose. Le parti n'a pas de candidat à l'élection présidentielle. Il ne l'a pas doublé non plus. Du moins, à un candidat, mais qui n'est pas, en l'état actuel des choses, qui n'est pas éligible, qui ne peut pas être candidat. Qui n'a même pas encore officiellement déposé sa candidature. Et on ne sait pas pour les parrainages si le Conseil constitutionnel va accepter les parrainages de quelqu'un qui n'est pas sur la liste électorale. Donc toutes ces questions-là, aujourd'hui, lui, c'est vrai qu'il aurait souhaité être le candidat du PDC-RDA, il ne l'est pas officiellement, il y a un boulevard, il ne peut pas dire aujourd'hui qu'il va aller assumer et autres. L'élection présidentielle ou bien l'ambition politique, ce n'est pas un coup d'orgueil ou bien d'ego, c'est une saine appréciation des réalités du moment. Aujourd'hui, tout ce qui lui reste, c'est justement envoyer des messages de respect même aux instances de ton parti, aux militants, il va les séduire. Très bien. On a une minute, messieurs, on partage entre Gandhi et Élysée. Oui, Innocent, vous avez été justement, Herman estime que votre point ne tient pas parce que, écoutez, tout le monde n'a pas envie de prendre le premier train pour partir à l'aventure. Non, en fait, je peux pouvoir comprendre, mais là, il s'agit d'une sanction. En fait, il a été sanctionné, il a été suspendu de son poste de délégué régional. Et là, il reste militant. Non, là, on n'en disconvient pas. Délégué départemental. Vous imaginez un préfet qui est l'extension du chef de l'État dans une région qui dit des choses qui vont en contradiction de ce que le président de la République aurait dit. Qui représente Thiam à Dabakala, dans la région? Je pense que c'est ces choses. Dès lors qu'ils n'ont pas le même discours, ça, c'est le paralyse des formes, parce qu'ils sont nommés. C'est quand même normal, parce qu'il s'agissait d'apprécier l'acte du président Thiam. Moi, je pense que c'est un acte salutaire et courageux. Il a pris ses responsabilités. Ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut rester militant, mais en fait, il ne faudrait pas qu'il y ait de la confusion. Aujourd'hui, Jean-Luc Bion, il est cadre du PDCI, il y a un président du PDCI, jusqu'à preuve contraire, qui dit qu'il est candidat. En l'état actuel des choses, on montre aux militants qu'en fait, il y a problème. Nous sommes candidats. Celui qui est notre cadre, qui se fait aussi candidat, n'est pas des nôtres pour la circonstance. Il est démarqué. Moi, je n'ai pas de problème avec. Mais je dis, à un moment donné, dans un parti, il y a une discipline. Et quand on enfreint aux règles par rapport à la discipline, le bâton doit quand même se faire sentir. Élysée, on termine avec vous sur ce point. Bon,
Moi, je veux dire rappeler à Herman que personne ici n'a dit que Jean-Louis Billon devait sauter dans le prochain train qui passait juste auprès du PDCI. C'est pas ça nos propos. Ce qu'on a dit ici, et on le répète, voilà ce qu'on a dit ici et qu'on répète d'ailleurs, c'est que Jean-Louis Billon devait, si tant est qu'il avait peaufiné sa stratégie, devait s'attendre à une telle sanction. Pour la simple et unique raison que lui, en tant que délégué départemental, il est l'émanation et le représentant du candidat du PDCI dans ce département. Or, le candidat du PDCI aujourd'hui s'appelle M. Thiam, selon le PDCI. Lui, il est candidat, en dépit du fait qu'il est candidat. Mais comment lui qui est candidat peut battre la campagne d'un autre candidat au motif qu'il serait le délégué départemental? Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas là, en fait. Donc, c'est ce qu'on est en train de dire. Donc, on est en train de dire que la logique aurait voulu que soit, dès le départ, il démissionne, mais si la démission n'a pas été faite, qu'on aboutisse à ce à quoi on est en train d'assister actuellement, c'est-à-dire son limogeage, son poste de délégué, c'est ce qui est naturel et normal. Et ça, vraiment, ça s'inscrit dans l'ordre normalement, pour moi, des choses. Logiquement, sur la question de la discipline du parti, c'est ce qui est normal, c'est ce qui est logique. Et comme je le dis, Jean-Louis Billon s'y attendait plus ou moins, si tant est que, comme je le dis, il avait pris le soin de préparer sa stratégie par rapport à sa candidature pour la prochaine élection. Très bien. Messieurs, second point, avec votre permission, on regarde un peu, on reste toujours dans l'axe politique avec toujours un axe fort, le PDCI-RDA. Et puis nous avons ici avec nous, et je pense que vous avez copié, messieurs, une réponse en demande d'authentification du courrier en référence. Donc voilà, c'est fait. La demande a été faite donc par le garde des Sceaux, le ministère de la Justice. Nous avons l'honneur de vous confirmer que ce courrier n'émane ni du Haut Commissariat aux droits de l'homme, ni du Comité des droits de l'homme. Alors de quoi s'agit-il? Nous avons eu un courrier dans le courant de la journée qui demandait à la Côte d'Ivoire de rétablir le président du PDCI-RDA dans ses droits civiques. Et donc, qui serait venu donc des Nations Unies, des droits de l'homme. Et puis, le ministère de la Justice a demandé donc justement à la structure en charge internationale, est-ce que vous avez véritablement fait un courrier à la Côte d'Ivoire demandant la chose que je viens de citer. Et donc, le courrier est arrivé, ils disent attention, en réponse à votre demande d'authentification du courrier en référence, nous avons l'honneur de vous confirmer que le courrier n'émane ni du Haut Commissariat aux droits de l'homme, ni du Comité des droits de l'homme. Élisée Boloube, réaction. Nous avons là affaire à un fait. Oui, je pense que vous avez déjà fait l'état des lieux. Oui, on pourrait en tout cas aisément dire que c'est un fake news. Si on s'en refait, moi je vois déjà sur ce communiqué, ou du moins sur réponse de courrier-là, les attributs des Nations Unies de droits de l'homme. On a les adresses des droits de l'homme, on a les contacts téléphoniques, on a le service. Vraiment, c'est signé et on se rend compte que c'est quelque chose d'assez authentique, avec tous les emblèmes des Nations Unies. Si vous le comparez à celui-ci, vous verrez la signature, elle est même illisible en fait. C'est-à-dire la signature, vous n'arrivez même pas à la lire. Moi, j'ai essayé de zoomer et quand vous zoomez, vous voyez qu'il est écrit quelque part Office of the High Commissariat for Human Rights pour le Comité des droits de l'homme avec une signature. Mais prenez le mail de réponse. Vous verrez au bas, vous voyez que, et ça c'est les usages des Nations Unies. On ne peut pas faire un communiqué si on ne met pas tous les éléments essentiels qui identifient, tous les référents qui identifient l'origine de ce courrier. Donc du coup, on peut aisément dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été clair dans le courrier qui a circulé durant la journée. Mais, bien évidemment, les autorités ivoiriennes ont adressé une correspondance aux Nations Unies pour en savoir si effectivement les Nations Unies étaient auteurs de ce courrier. Et c'est la réponse que vous avez lue tout à l'heure. Les Nations Unies ne s'y reconnaissent pas. Ne se reconnaissent pas dans ce courrier-là, ne semble ni, comme ils l'ont dit, ni le Haut Commissariat, ni encore le Comité des droits de l'homme ne se reconnaît dans ce courrier. Moi, ce que je veux juste noter... Pour terminer. Oui, ce que je veux juste noter, si vous vous rappelez, il y a des mois en arrière ici, on a interpellé les uns et les autres sur ce fait-là. Plus on s'approchera des joutes électorales, plus on aura affaire à ces gens de documents, de ces fakes-là. Ça va circuler. Les laboratoires sont actuellement, quand je parle de laboratoire, les laboratoires de fake news, hein, bien sûr, de tous les groupes. Chacun, en tout cas, actuellement, a mobilisé ses membres en charge de la propagande pour vraiment distiller les fake news. Le but ici, c'est de créer la confusion, semer la confusion, tromper et tronquer. Voilà pourquoi nous, on dit aux citoyens de faire très attention. Quand un document, vous le recevez, la première chose à faire, ce n'est même pas de la partager.
La première chose à faire, c'est de fact-checker, se rassurer d'abord, regarder les sources. Il y a des petits éléments de référence quand même. Regardez la source, regardez la cohérence. Moi, quand j'ai lu ce document, je termine dessus, quand j'ai lu ce document ce matin, je le disais à quelqu'un, j'ai dit, moi, pour ma modeste expérience de journaliste, et au moment des braises de la Côte d'Ivoire, où les Nations Unies pondaient des communiqués à longueur de journée, eux-mêmes, durant toutes ces années, ce n'est pas les usages des Nations Unies. Quand vous regardez les écritures, les Nations Unies n'écrivent pas comme ça. Très bien. Voilà, donc vous pouvez tout de suite comprendre. C'est vrai que tout le monde n'a pas forcément cette manière de voir, mais c'est de dire, de faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation avec Herman, on va essayer de donner un peu les points du fact-checking pour que tout le monde puisse être sûr que nous avons un document bon ou faux. Alors, on va déjà sourcer le document en allant sur le site même de la structure pour voir. Parce que si j'ai un document de telle chose, de telle structure, évidemment, mais le déjà, site internet même de la structure, déjà, la première démarche pour fact-checker, c'est ce que le gouvernement ivoirien a fait. Il faut juste aller à la source pour demander effectivement si cela émane de vous. Et vous allez avoir... C'est lorsqu'on est dans une certaine incapacité de toucher la source que maintenant on confronte ça pour essayer de voir s'il y a tous les citoyens lambda ne pourront pas... Oui, mais s'il y a beaucoup de sources qui le disent, et puis quelles sont ces sources-là qui le disent, la qualité aussi des sources, d'où viennent les informations aussi. Aujourd'hui, si on remonte sur vous allez voir que c'est des sites qui ne sont pas référencés, qui ont balancé cela, et puis les gens ont relayé ça sur les réseaux sociaux. Mais moi, c'est pas là. Mais ces cas-là arrivent lorsque on a dans une certaine dissonance, lorsqu'on produit les communiqués. Quand vous lisez généralement les communiqués même officiels des Nations Unies sur les questions des saisines et autres de certains citoyens, leaders politiques en Côte d'Ivoire, mais il y a un groupe, il y a une certaine dichotomie. À un moment, on dit non on demande à l'État de faire en sorte que la personne soit éligible, voilà, elle soit électeur, soit ceci, cela. Et après, on dit non, on ne divise plus rien. Et finalement, c'est après les élections qu'on va prendre nos décisions. Vous voyez bien que ces situations-là font que tu ne peux pas savoir la ligne avant. Pourquoi est-ce que fermement, ces commissions-là ne viennent pas dire on a analysé, voilà, les élections, c'est le 25 octobre. On pense que, pour le moment-là, voici les mesures provisoires qu'on souhaite. Et on s'arrête là en attendant. Et après, ou bien on dit, bon, on peut pas, on estime que la personne ne peut pas être rétablie dans son droit, mais finalement, après, on aura encore... Mais on est là, il y a où on donne des points positifs aux requérants, et il y a un moment où on donne des points positifs au gouvernement ivoirien, bon, à l'État ivoirien. Donc finalement, c'est dans ça, c'est pourquoi les gens fabriquent, puisque c'est confus toujours, les gens fabriquent ces genres de fake news-là à l'effet de distraire, de confondre encore l'esprit des gens. Très bien. Dans tous les cas, le gouvernement, donc, par la voie du garde des Sceaux, donc, a fait la demande au Haut Commissariat, et puis ils ont dit attention, vous avez un document fake. Messieurs, terminons avec notre troisième point, et je commence avec vous, Gandhi. Le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, a fait donc acte de candidature. Il a réitéré donc sa ferme opposition à un autre mandat du chef de l'État. J'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. Bon, en fait, c'est la logique. Le Front populaire ivoirien, depuis lors, avait déjà affiché clairement ses ambitions. Déjà, par le passé, pour certaines raisons, il n'avait pas pu être candidat, mais je pense que depuis un certain temps, il s'affiche clairement pour pouvoir, en fait, devenir président de la République. Et aujourd'hui, c'est fait. Je pense qu'il a matérialisé cette ambition-là. Bon, qu'est-ce que je peux dire? C'est un acte déjà à saluer, parce que quand on connaît vraiment le parcours d'abord d'Affi-N'Guessan, je pense qu'aujourd'hui, le seul statut, le seul titre qui lui reste, je pense que c'est le poste de président de la République. Parce qu'il a gravi tous les échelons, il a été maire, il a été député, il a été premier ministre, il a été président du conseil régional. Et cette candidature-là, il faut la mettre sous deux angles. D'abord, la responsabilité et puis l'alternance, comme il le dit lui-même dans son discours. C'est-à-dire aujourd'hui, pour tous ceux qui, certains l'ont déjà dit, pour tous ceux qui ne veulent plus du 4e mandat, comme on le dit, mais pour tous ceux qui sont pour l'alternance, je pense que c'est une candidature qui vient à point nommé. Voilà. Et le FPI a montré qu'il est un parti responsable. Il a montré aussi en fait, qu'il a des ambitions, puisque, comme le dit Afi, il a des hommes, il a des idées pour pouvoir gouverner autrement la Côte d'Ivoire. Très bien, justement. Alors, docteur Barry, votre avis sera-t-il contraire de ce que Gandhi a dit? Vous avez une autre lecture? Bon, écoutez, moi, je pense que M. Pascal Affi-N'Guessan... Les gens ont tendance à souvent le minimiser quand ils prennent la parole sur lui. C'est l'opinion que je vois sur les réseaux sociaux. Non. M. Affi-N'Guessan sait ce qu'il fait.
M. Afi N'Guessan... Qu'est-ce qu'il fait, justement? Je viens. M. Afi N'Guessan a pour objectif d'être candidat à la présidentielle. Il sait que son électorat, c'est un électorat typiquement de gauche. Donc, il n'économise pas les moyens pour atteindre ses objectifs. Il était fâché avec son aîné, le président Gbagbo, qui a été son mentor. Récemment, on a vu un rapprochement. Même si certains ont trouvé qu'il n'a pas bénéficié des salutations, je pense que ce n'était pas son objectif. Son objectif, c'était l'image publique d'apparaître auprès de celui-là qui a été son mentor pendant de nombreuses années. M. Afi N'Guessan, à un moment donné, comme les grands partis, a demandé à ce que son représentant suspende ses activités à la CEI. Mais ça n'empêche pas M. Afi N'Guessan aujourd'hui de déposer sa candidature auprès de cette même CEI-là. Je dis ça pourquoi? Je dis ça pour dire que M. Afi N'Guessan a une stratégie bien nullée. Est-ce qu'il atteindra ses objectifs? C'est une autre question. Il sait qu'actuellement où nous sommes, son mentor, le président Gbagbo, n'est pas sur la liste électorale. Il y a de fortes probabilités qu'il ne soit pas de la course. Mais du fait d'être déjà apparu publiquement auprès du président Gbagbo dans un événement public, ça peut lui valoir un certain sentiment de certains militants du PPACI. Je ne dis pas tous, mais certains diront qu'à un moment donné, quand le vieux avait besoin de lui, il a été là. Donc vous pensez que son arrivée au Front commun pourrait donc... C'est une stratégie. Il vient au Front commun, il vient chercher sa place en fait. Et cette place-là, c'est d'essayer d'être une alternative crédible aux yeux de son mentor et aux yeux de certains militants du PPACI. Tout compte fait, tous les chemins mènent à Rome. Chacun utilise sa voie. Il y en a qui préfèrent la Méditerranée, il y en a qui préfèrent l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, il y en a aussi, c'est dans le rêve. Très bien. Herman? Non, moi, tout ce que je veux dire, c'est pour aborder dans le même 3 minutes sens pour vous, Élisée. Que Barry. En réalité, aujourd'hui, il a pu ressauter pour revenir dans sa ligne de départ traditionnelle, qui est la ligne de gauche. Parce qu'à un moment donné, son mariage avec le RHDP et autres, ça a été beaucoup incompris. Et aujourd'hui, il a beaucoup souffert des palabres avec son mentor. Aujourd'hui, il essaie plus ou moins. Il va à un meeting où par le passé, les gens le refusaient même de le saluer. On a vu lorsqu'ils sont allés aux obsèques du feu président Bédié. Aujourd'hui, il est persona grata. Il est persona grata à ces événements-là. Il se retrouve avec les gens même... Mais ceci dit, ça n'enlève en rien au fait qu'il reste un acteur politique de premier plan dans ce pays. Donc, le voir participer à une élection présidentielle, pour moi, c'est quelque chose que je salue, que je félicite. Voilà. Une chose est de déposer, de faire l'acte de candidature. Maintenant, une autre est de prier, si éventuellement la candidature est validée par le Conseil constitutionnel, avoir les armes, maintenant les ressources, pour pouvoir traduire ça maintenant en électorat sur le terrain et puis briguer la magistrature suprême. C'est ce que moi, je vois déjà. Mais bon, le président Pascal Afi N'Guessan, c'est vrai que souvent paraît incompris. Parce que de tous, moi je pense, depuis les années 2000 jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un qui, dans l'opinion, gardait quand même une posture de modéré et qui n'était pas très vindicatif, même s'il est vrai que ces derniers temps, il faut reconnaître qu'il n'est pas du tout tendre avec le régime en place, mais c'est normal, il est un opposant. Donc il est dans sa ligne droite. Très bien. Voilà, mais toujours est-il que, comme je le dis, j'espère qu'il ne connaîtra pas le même sort que 2020, où il a été... sa candidature a été validée et que lui-même a décidé de ne pas aller aux élections et aller au CNT. Je crois qu'aujourd'hui, il a toutes les chances de se positionner sur la scène politique nationale et de compter avec le futur. Il faut qu'il mette ça dans la balance et qu'il en tienne compte. Merci beaucoup, messieurs. On part au JT, présenté donc par Karel Dablé. En seconde partie, 3 points forts. Nous commencerons donc avec Élisée Boloubeu qui nous fera l'état des lieux du trafic de drogue dans le golfe de Guinée. Ensuite, s'en suivra l'affaire à Kupé-Zodji des acquéreurs qui contextent la qualité de Touré Ahmed Bois sur le site litigé. Et puis, M. Charles Kouakou, réalisateur du film Toukpé. À tout de suite.
Je pense à mon passé. Quand l'élégance du logement devient accessible pour tous à Ebimfe, dans une somptueuse cité de 406 logements, accès facile et entièrement bitumé. Des villas basses, des appartements duplex, aux commodités exceptionnelles et modernes qui traversent le temps. Livré, clé en main. Je dis bien, livré, clé en main. JAR Industrie Côte d'Ivoire, bâtissons ensemble le cadre de vos plus belles histoires de vie. Pour les visites, chantiers et informations, contactez-nous. WhatsApp, appel 07 03 94 03 14. Depuis 35 ans, nous nous rencontrons et apprenons à nous connaître. Nous avons vécu des petites et des grandes victoires. Nous avons murmuré des douces choses et avons créé des actes solidaires et inoubliables. Nous avons toujours été joyeux, festifs, enjaillés, célèbres pour notre hospitalité. Toujours différents et amoureux de nos traditions, le partage est au cœur de notre vie. Château de France, on est tombé dedans. Very, very extraordinary. Is even more than anyone that you adore can love. Et si votre prochaine voiture vous coûtait seulement 300 francs CFA, avec le nouveau ticket Mon Auto à 300 francs CFA, gratte et démarre ta voiture flambant neuve. Disponible dans tous les points de vente agréés Lonassi. Scratch, la chance, ça se gratte. Lonassi, on a tous une bonne raison de jouer. Déjà la rentrée avec le groupe Life. Établissement scolaire, université ou entreprise dans le secteur éducatif, boostez votre visibilité pour la rentrée des classes avec une offre exceptionnelle sur Live TV et Live Radio. Découvrez notre package en contactant le service commercial au 07 08 37 66 34 07 10 00 78 07. Offre valable jusqu'au 30 septembre. Live TV, la télé sans filtre. Tout de suite sur Live TV. Nous sommes le vendredi 22 août 2025. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition du 1945. À la une, Pascal Affi-N'Guessan se lance officiellement dans la course à la présidentielle de 2025. Le président du Front populaire ivoirien affirme sa détermination à incarner une véritable alternative sur l'échiquier politique national. Et puis lancé pour révéler et soutenir l'esprit entrepreneurial, la télé-réalité Jeune Mansa démarre sa 4e saison. Ce programme devenu une vitrine pour les jeunes porteurs de projets en quête de financement promet une édition riche en innovation, en créativité et en suspense. Enfin, le zoo d'Abidjan, ce lieu de découverte, suscite à la fois nostalgie et questions sur son avenir. Entre émerveillement, détente et défis à relever, nous vous invitons ce soir à partir à la découverte de cet espace fascinant. Ouvrons cette édition avec Pascal Affi-N'Guessan qui a officiellement déposé ce vendredi 22 août 2025 son dossier de candidature à l'élection présidentielle ivoirienne prévue pour octobre prochain. Ce dépôt a eu lieu au siège de la Commission électorale indépendante à Abidjan, marquant une étape cruciale dans la course à la magistrature suprême. Le président du Front populaire ivoirien s'est dit confiant quant à la victoire finale. André Assemir, Mohamed Sen et Félicien Biao. Accompagné de plusieurs cadres et militants fidèles du FPI, Pascal Affi-N'Guessan s'est présenté avec calme et détermination devant l'instance en charge des élections. Son dossier complet et conforme aux exigences de la CEI a été remis sans accroc, officialisant son ambition de briguer une nouvelle fois la présidence de la Côte d'Ivoire. L'ex-premier ministre ne cache pas son engagement, œuvrer sans relâche pour l'unité nationale et le développement du pays. Sa candidature intervient dans un climat politique bouillonnant, marqué par l'absence remarquée de certaines figures majeures de l'opposition ivoirienne. Leader incontesté du Front populaire ivoirien, Affi-N'Guessan mise tout sur son expérience politique solide et son enracinement profond dans le paysage national pour fédérer une base électorale élargie.
Ce dépôt des dossiers sonne comme un nouveau départ, une véritable relance politique dans un contexte tendu, alors que la Côte d'Ivoire s'apprête à vivre un scrutin crucial, décisif pour son avenir démocratique. Cela dit, l'actualité politique reste marquée par des mouvements internes au sein des partis. Le président du PDCI RDA opère un remaniement stratégique à Dabakala. Justin Timoko Touré, jusqu'ici délégué départemental de Dabakala 2, est nommé délégué intérimaire de la délégation de Dabakala 1, en remplacement de Jean-Louis Billon. Cette décision intervient immédiatement après le dépôt officiel de la candidature de Jean-Louis Billon à la présidentielle d'octobre 2025, marquant un nouveau chapitre dans la dynamique politique du parti. Et pendant que les réajustements se poursuivent sur la scène nationale, la Côte d'Ivoire renforce sa présence à l'international. Le Premier ministre Begré Mambé a signé ce 21 août à Tokyo, dans le cadre du DICAD 9, plusieurs mémorandums d'entente dans des secteurs clés tels que la santé, les transports, l'éducation, l'environnement, l'agriculture et le numérique, renforçant ainsi la coopération ivoirienne-japonaise. En collaboration avec le ministre japonais Muto Yoji, une déclaration conjointe a été adoptée pour faciliter les investissements et dynamiser les échanges économiques, prolongeant les efforts du Forum économique Japon-Afrique d'Abidjan 2024. Cette dynamique inclut le soutien à la formation de 300 000 jeunes Africains, le développement industriel par des partenariats publics-privés et l'intégration économique régionale dans le cadre d'une vision commune pour accélérer l'industrialisation, l'innovation et la croissance durable en Afrique. Tout autre chose à présent, la télé-réalité Jeune Mansa revient sur vos écrans avec sa 4e saison. Cette compétition met en lumière de jeunes entrepreneurs en quête de financement pour concrétiser leurs projets. Entre défis, stratégies et rebondissements, cette nouvelle édition promet de tenir les téléspectateurs en haleine et de révéler de nouveaux talents du monde ivoirien des affaires. L'avant-première, hier jeudi, s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités influentes qui jouent un rôle clé dans l'accompagnement de l'entrepreneuriat et l'innovation en Côte d'Ivoire. Les précisions avec Wilson Indri et Félicien Biaou. Pour sa 4e saison, Jeune Mansa, animé par Ami Dambélé, plonge chaque samedi à 20h au cœur des défis de jeunes talents ivoiriens. Parmi 32 candidats retenus sur dossier, 16 affrontent la première étape du concours, enrichi par des masterclass animés par des experts. Avec seulement une journée pour préparer leur présentation devant un jury, ils sont évalués et éliminés au fil des épisodes, faisant de Jeune Mansa bien plus qu'un simple concours, un véritable tremplin pour révéler les talents de demain. Alors il y avait plusieurs critères pour la compétition. Il y avait la présentation du projet, la viabilité du projet, la capacité à développer le projet avec un certain niveau de croissance. Il y avait aussi bien sûr tout l'aspect financier, donc la capacité de remboursement du projet et bien sûr ce qu'on appelle le product market fit, c'est-à-dire qu'un projet qui soit adéquat, en adéquation avec la demande du marché. Pendant la formation, ils ont pu bénéficier déjà et vraiment en premier de la compréhension de tout ce qui est insight. Je leur montrer des techniques pour déceler le besoin, confirmer le besoin qu'ils viennent satisfaire. Après, nous sommes passés dans des outils qui permettent de définir un peu ou bien de comprendre un peu le travail à faire. Jeune Mansa s'engage à créer des champions africains en proposant des solutions de financement à forte valeur ajoutée, notamment dans les secteurs clés des infrastructures, de l'énergie et des matières premières. L'émission excelle aussi dans les financements complexes liés au marché des capitaux, aux services et aux fusions-acquisitions, offrant ainsi un véritable levier pour le développement économique continental. L'émission Jeune Mansa est bien pour nous plus qu'une émission télévisée, c'est une plateforme d'inspiration, une plateforme d'expression, une plateforme d'opportunité pour cette jeunesse africaine et ivoirienne. Et après les 3 premières saisons, nous sommes revenus avec cette 4e saison parce que nous avons vu déjà les succès des 3 éditions précédentes avec plus d'1 million de téléspectateurs, plus d'engouements qui se sont manifestés. Cette année, on a eu
25% des candidatures des candidatures qui venaient de l'extérieur, qui venaient du Burkina, qui venaient du Bénin, etc. Et c'est une très bonne chose pour nous. Ça montre un impact croissant, ça montre un intérêt pour la jeunesse africaine à trouver sa voie et à bâtir des économies fortes. Le gagnant de Jeune Mansa bénéficiera d'un financement pour son projet, accompagné d'un suivi personnalisé par un cabinet spécialisé comme Genesis. Si le montant accordé est inférieur à 100 millions de francs CFA, la différence sera partagée entre les finalistes afin de récompenser l'ensemble des talents ayant participé. Cet accompagnement expert constitue un véritable atout pour les jeunes entrepreneurs désireux de faire grandir leur projet. On poursuit cette édition. Cette période de vacances, le zoo d'Abidjan continue d'attirer de nombreux Ivoiriens. Enthousiasmés par la richesse de sa faune et la beauté de son cadre naturel, véritable havre de découverte, il offre une expérience unique aux visiteurs de tous âges. Toutefois, le zoo doit également relever certains défis pour répondre pleinement aux attentes croissantes du public. Améliorer la diversité des espèces présentées, ajuster le tarif des billets et renforcer la qualité de la visite sont autant d'enjeux au cœur des discussions. Reportage de Tchelina Lebonsoro avec le récit de Cécilie Tonissila. Au cœur de la nature, le spectacle est saisissant. Le pigeon à queue de paon s'affaire à sa toilette avec grâce. Le perroquet Youyou déploie son plumage coloré, tandis que le singe hocheur blanc-nez savoure son déjeuner. Non loin, les lions s'offrent une sieste paisible sous le soleil, pendant que la tortue géante des Seychelles boude en toute sérénité. Quant à l'éléphant Kane, il affiche toute sa présence. Mogoufi est un visiteur, émerveillé par cette symphonie animale, une découverte magique. C'est une première immersion au cœur d'un monde vivant et fascinant. On a vu pas mal d'animaux, il y en a plein, des animaux extraordinaires que je ne pensais même pas retrouver dans un zoo à Abidjan ici. On a vu des serpents, ils sont tellement balèzes qu'on a eu un peu de frayeur. Parmi les visiteurs, beaucoup viennent en couple pour admirer ces merveilles de la nature. Mike Chicago, résident en Allemagne, est en vacances en Côte d'Ivoire et confie que le zoo d'Abidjan offre une expérience unique, différente de celle des zoos allemands. Pour le couple Haïman, c'est avant tout la tranquillité et la beauté du cadre naturel qui les séduisent et les invitent à la détente. Il y a beaucoup de gens et tout, maintenant là-bas c'est pas trop comme ça. Là-bas c'est grand et puis si tu passes là-bas tu vois pas beaucoup de gens, mais ici tu passes, tu vois l'éléphant par exemple, il est un peu près des visiteurs. Mais chez nous, là-bas, c'est pas comme ça. Il y a un peu de distance entre nous et les éléphants. Donc, c'est ça qui m'a plu. Bon, je me sens un peu à l'aise, imaginons que je suis avec les animaux de chez moi. Voilà. Visiter aussi les animaux des autres pays, puisqu'ils ont mis des noms des pays. Voilà. Donc, je me sens un peu avec la forêt, l'ombre. Tout ça, ça fait du bien. Mais si le zoo d'Abidjan séduit par son spectacle envoûtant, certains Ivoiriens estiment qu'il doit redoubler d'efforts pour mieux satisfaire le public, notamment en améliorant l'accès tarifaire et en renforçant les mesures de sécurité. Sincèrement, il me sied bien, il me va. J'ai vu, il y avait d'autres touristes à l'intérieur qui visitaient de même que moi. En tout cas, on était heureux. Seulement qu'il y a eu un incident qui a freiné un peu l'élan des uns et des autres. Il s'agit du gorille qui a, je dirais bien, menacé un enfant. Je pense qu'à part cet incident, tout va bien, tout se passe bien, j'ai aimé. Le côté prix là, avant c'était 500, un coup c'est devenu 1000 francs. On n'a rien compris dedans, c'est devenu 1500. Nous on paye 1500, deux personnes ça fait 3000. Enfant même là, elle paye 1000 francs. Bon mon vieux, faut me voir. Conscient des attentes des visiteurs, le zoo d'Abidjan est fortement investi dans la sécurité, tant pour les animaux que pour le public. Aujourd'hui, il abrite près de 1200 animaux répartis en 60 espèces, offrant ainsi une diversité captivante qui ravit la curiosité des visiteurs. Du côté de l'international, 3 actualités marquantes. Aujourd'hui, Interpol annonce le démantèlement de vastes réseaux de cybercriminalité en Afrique. Les inondations font déjà des dizaines de morts et des milliers de sinistrés au Niger. Et l'ONU déclare pour la première fois la famine à Gaza. Aïcha Crépi et Yann Esbia. Les cybercriminels en ligne de mire. Dans un communiqué publié le vendredi 22 août, Interpol a annoncé que les forces de police d'une dizaine de pays africains
avait démantelé de vastes réseaux de fraude et de cybercriminalité. L'opération transfrontalière menée entre juin et août 2025 a permis de récupérer près de 97,4 millions de dollars et d'arrêter 1209 suspects. Elle a mobilisé les services d'enquête de 18 pays africains avec l'appui du Royaume-Uni. Les images partagées par Interpol montrent la saisie de milliers de disques durs, d'une mini-centrale électrique utilisée pour alimenter les fermes de minage, ainsi que de faux passeports congolais et zambiens. Au Niger cette année, les inondations ont déjà causé la mort de 47 personnes et fait plus de 56 000 sinistrés, selon le dernier bilan communiqué par la Direction générale de la protection civile. Au total, 78 des 265 communes du pays ont été touchées. La vigilance est de mise jusqu'en octobre, c'est-à-dire à la fin de la saison des pluies. Du côté du Moyen-Orient, pour la première fois, l'ONU a déclaré officiellement ce vendredi 22 août l'état de famine à Gaza. Ces experts estiment que 500 000 personnes se trouvent dans une situation catastrophique. Dans la foulée, les autorités de l'enclave ont réclamé l'ouverture des points de passage afin de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Israël a vivement rejeté ce rapport, le qualifiant de mensonge et honté. Israël n'a pas de politique de famine. Israël applique une politique de prévention de la famine, a assuré le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou, affirmant que les seuls à être délibérément affamés à Gaza sont les otages israéliens détenus par le Hamas. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Ne manquez pas nos rendez-vous du 12h45 et 19h45 de ce week-end. Restez en compagnie du Grand Talk et des programmes de Live TV. Bonsoir. Céder, vibrer, s'abandonner. Endurer, tomber, se relever. Dépasser, réussir, conquérir. Ici, chaque verbe se conjugue à l'infini. Vivez le football comme jamais, seulement avec Canal+. En ce moment, le décodeur HD est à 3 000 francs dès la formule Access. En plus, la parabole et l'installation sont offertes. Et si vous vous réabonnez à votre formule habituelle, profitez de toutes les chaînes offertes pendant 15 jours. Notre pays, la Côte d'Ivoire, un grand pays. Grand par l'engagement au travail de ses filles et de ses fils. Véritables artisans de sa grandeur. Grand par son histoire. Grand par la créativité et le dynamisme de sa jeunesse. Et l'incroyable optimisme des Ivoiriens. Grand par la joie de vivre, grand par sa culture qui rayonne au-delà de nos frontières. Par ses ambitions de développement et son poids économique. Grand par ses infrastructures qui se modernisent. Porté aujourd'hui par un leadership qui inspire, qui motive, qui gagne. Dans la stabilité et dans la paix.
Fiers Ivoiriens, contribuons tous à consolider notre grand pays, la Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous pour la seconde partie de ce tour d'antenne. Je rappelle que vous suivez le Grand Talk sur Live TV. Nous accompagne toujours Élisée Boloubeu, Dr Barry, Gandhi, Herman Aboua. Alors, nous allons recevoir Monsieur Lassina Meïté qui est avec nous. Bonsoir, Monsieur Meïté. Vous êtes le secrétaire général du collectif des acquéreurs de Akupé Zodi Achokwa. Nous allons avoir votre version justement du litige qui vous oppose à Monsieur Touré Ahmed Bois que nous avons reçu ici sur ce plateau le 25 juillet dernier. Mais avant, Élisée Boloubeu, en 3 minutes, faites-nous un peu le point du trafic de drogue dans le golfe de Guinée. Ok, merci beaucoup Christelle. Nous allons aborder cette thématique-là qui est essentielle. Déjà, il faut retenir qu'en 2023, selon un rapport de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime qu'on appelle ONUDC, l'Afrique de l'Ouest a enregistré, ou du moins constitue la zone la plus importante en termes de transit des stupéfiants en provenance de l'Amérique latine. En 2019 et 2024, ce sont environ, imaginez-vous, 120 tonnes de cocaïne qui ont été saisies en Afrique, majoritairement dans le golfe de Guinée, mais aussi au Cap-Vert et au Sénégal. Selon le docteur Amado Phillips, qui est donc l'un des patrons de l'ONUDC, l'Afrique du Nord constitue effectivement la plaque tournante du trafic, l'Afrique du Nord. Mais ce qui est surprenant, c'est que c'est l'Afrique de l'Ouest et notamment le golfe de Guinée qui enregistre le plus grand taux de transit avec environ 300 tonnes de cocaïne chaque année. Ce qui est un peu dommage dans cette histoire, c'est que les victimes, c'est les jeunes. C'est ce qu'on constate. Selon l'ONUDC, effectivement, une grande partie des personnes traitées pour les troubles liés à la consommation de stupéfiants en Afrique sont des jeunes. Figurez-vous, 70% ont moins de 35 ans. C'est grave. En 2030, selon le rapport de la consommation de stupéfiants, va encore augmenter de 45%. C'est-à-dire si rien n'est fait, on va aller crescendo et ça sera un peu catastrophique. La consommation de cannabis et d'opioïdes, ça, ceux qui sont dans le domaine savent un peu de quoi il s'agit. En Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, est supérieure aux moyennes au niveau mondial. Figurez-vous, près de 10% des 15 à 64 ans ont consommé au moins du cannabis sur le continent en 2021, contre une moyenne de près de 4% dans le reste du monde. Quand on finit de dire ça, on veut revenir un peu sur des saisies, parce que des efforts sont faits par les États quand même pour essayer de l'endiguer. Figurez-vous qu'en février 2021, vous avez encore ça en mémoire, nous avons saisi ici 1,5 tonnes de cocaïne à Angré. En octobre 2021, 2,81 tonnes de stupéfiants saisis à Takikro. Takikro, c'est la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. En avril 2022, c'est 1,889 tonnes de cocaïne qui ont été saisies à San Pedro. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays, en tout cas, où on enregistre ces saisies-là. Il faut noter qu'en novembre 2023, à 150 km au large de Dakar, un navire a été intercepté par la marine sénégalaise, et il contenait 3 tonnes de cocaïne pure. Les pays comme le Tchad, la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger ne sont pas en reste. La quantité de cocaïne saisie est en nette augmentation dans ces pays-là, passant de 13 kilos par an en 2015-2020 à aujourd'hui plus de 35 kilos en 2021 et à 863 kilogrammes en 2022. La plus grande partie étant signalée par le Burkina Faso, on enregistre environ une moyenne de 488 kg, le Mali 160 kg et le Niger 215 kg. Très bien. Ce trafic-là, il est aussi mené, on termine dessus, par les groupes armés, malheureusement. Selon cette étude-là, c'est des groupes armés qui sont à la base, en tout cas une bonne partie des groupes armés sont à la base de ce trafic-là. Notamment les groupes comme Al-Mourabitoun, qui sont sanctionnés par l'ONU, ces groupes terroristes-là, qui exercent ce trafic-là. On va donc, pour finir, inviter les différentes parties à la coopération internationale pour lutter contre ce projet-là. Et en cela, on salue quand même la France, qui depuis un certain temps avec les pays du Golfe, a une coopération sur le Golfe de Guinée pour la lutte contre le trafic de cocaïne. Donc, sur ce, je voudrais vous dire merci, à la semaine prochaine pour un autre billet. Et puis surtout une prise de conscience de la jeunesse. Très intéressant. En réalité, c'est la jeunesse qui peut déterminer elle-même son avenir. Ça. Merci beaucoup, Élisée, sur cette chronique très instructive. En même temps, qui nous pousse en tant que parents et voilà, à prendre nos différentes responsabilités. En tout état de cause, que Dieu nous aide.
Alors, on revient donc sur cette affaire. Le 25 juillet dernier, M. Touré Ahmed Boua, donc, que nous avons reçu ici, a fait l'état des difficultés donc, sur les 541 hectares d'Akoupé-Jeudi. Et puis, il faut rappeler que sur cet hectare-là, malheureusement, un incident le samedi 2 août, il y a donc quelqu'un qui a perdu la vie lors des travaux de déguerpissement, de démolition et de terrassement engagés donc par les investisseurs chinois. Vous êtes acquéreur de ces terrains-là. Quelle est votre version finalement des faits? Qui croire dans cette affaire? Monsieur Meïté, bonsoir encore une fois. Bonsoir Christelle. Allez-y, je vous en prie. Avant tout propos, je tiens à remercier Live TV qui nous tend cette pêche qui dit aujourd'hui notre part de vérité. C'est une crise qui dure pratiquement plus de 10 ans. Et avant mon intervention, je tiens à m'incliner sur la mémoire de notre camarade acquéreur, Bikenga Aziz, qui a été lâchement assassiné le 2 août, lorsqu'il partait sur son terrain et il a été lâchement assassiné. Par qui? Je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce que les enquêtes sont en cours. Très bien. Donc, au risque de biaiser ou bien... Oui, tout à fait, vous avez raison. Voilà, donc je laisse les enquêtes en cours. Nous sommes des acquéreurs de l'eau de la zone d'Akoupé-Jeudi. Nous sommes installés là-bas progressivement depuis les années 2003, issus des lotissements réguliers, où nous avons eu des lettres d'attribution signées de différents sous-préfets d'Anyama. Je dis bien des lettres d'attribution signées de différents sous-préfets d'Anyama. Nous avons des ACP, des arrêtés de concession provisoire, nous avons des titres fonciers et nous avons des ACD. Je dis oui, nous avons des ACD sur nos parcelles. Puis notre grande surprise, en 2016, on a l'information comme quoi Touré Ahmed Boua et le Fonds de développement militaire ont suscité une enquête commodo et incommodo. Et nous avons fait de multiples oppositions. Et parmi ces oppositions, il y a l'opposition de la mutuelle des agents de la Cour constitutionnelle dedans. Ils sont acquéreurs aussi. Il y a plusieurs entreprises qui sont acquéreurs, qui ont fait leurs oppositions. Et par la suite, nous n'avons pas levé nos oppositions jusqu'à l'heure où je vous parle. On n'a pas reçu de notification de levée d'opposition aussi. En juillet 2024, Ahmed Boua fait éruption sur le site avec une quarte de Louba, venir décaper la zone et agresser toute la population sur le site. Nous avons saisi le sous-préfet d'Anyama qui est intervenu pour faire arrêter les travaux. Croyant que la situation s'est calmée, il revient encore le 5 mai 2025 où il nous assigne au tribunal de première instance avec 4 assignations. Je dis bien 4 assignations. Et nous répondons favorablement à son invitation au tribunal. Et présentement, l'audience est reportée pour le 27 octobre. Pendant que nous sommes en audience, il entend une haute audience dans notre dos. Mais avec les mêmes acteurs, où ils font sciemment de ne même pas nous remettre des assignations. Ils vont faire des assignations en cachette à parquet. Et ils obtiennent une décision par défaut. Ça veut dire quoi, assignation à parquet? Ça veut dire qu'ils ne savent pas où se trouvent les personnes à qui il faut signifier l'acte. Or, ces mêmes personnes sont l'objet aussi d'une autre assignation qui fait l'objet d'un report le 27 octobre. Très bien. Donc, on comprend qu'on fait l'assignation à parquet quand on ne sait pas où les personnes qu'on veut convoquer sont. Effectivement. Très bien. Or, il sait très bien. Et là, ce n'est plus Sophia qui nous poursuit, ce n'est plus ses complices d'Akoupé-Jeudi, des pseudo-propriétaires terriens qui nous poursuivent. C'est l'entreprise chinoise qui introduit une action par défaut. Et là, avec les mêmes acteurs, les mêmes accusés.
et ils obtiennent une décision. Et nous, lorsque dans notre recherche, on va au tribunal, on ne comprend pas, ils sont venus casser toute la zone. Et je précise que l'action a été menée sans la présence d'un commissaire de justice. S'il vous plaît, vous avez dit qu'ils obtiennent une décision. C'est quoi la décision? Ils ont obtenu une décision de démolition. De démolition. Signée par un juge? Signée par un juge. Donc de tous vos travaux, tout ce qui a été fait sur le terrain? Sur le terrain. Et ils obtiennent cette démolition et cette décision. Et nous, à notre tour, on dit, bon, on ne comprend pas. Puisque il n'y a pas de commissaire de justice qui encadre l'action. Nous amenons jusqu'à 3 commissaires de justice pour constater ce qui se passe. Les commissaires de justice ont été chassés par les forces de l'ordre, empêchés de faire leur travail. Et nous sommes constitués, cherchant à comprendre qu'est-ce qui se passe. Très bien. Et nous tombons sur un document, une expédition que nous avons récupérée au tribunal via les greffes, et nous avons fait appel. Très bien. Et à l'issue de l'appel, ils ont été sommés d'arrêter les travaux. Ont-ils arrêté les travaux? Ils n'ont pas arrêté les travaux parce que le commissaire de justice a signifié l'ordonnance d'arrêt des travaux le 29 juillet. Et lorsqu'on a signifié l'ordonnance, ils n'ont pas arrêté les travaux jusqu'à l'heure où je vous parle. Très bien. Alors permettons donc à ce que nos amis posent des questions, monsieur. Herman? Moi, j'ai envie de savoir une chose. Avec qui avez-vous acquis vos lots? Est-ce que, parce que ici, lorsqu'on recevait M. Touré Amelbois, il nous a présenté quand même un ACD qui était détenu pour lui de ces 541 hectares-là par le fonds de prévoyance militaire. Est-ce que c'est le fonds de prévoyance militaire qui vous a cédé des lots ou avec qui avez-vous eu vos lots? Nous, on a acquis nos lots avec les propriétaires terriens. C'est les mêmes propriétaires terriens qui ont fait une convention avec M. Touré Amelbois et le fonds de prévoyance militaire. Comme je le dis, l'acquisition des terres, ça appartient à des familles, ça appartient à des individus. Lorsqu'on nous parle de... C'est une association qui a donné au fonds de prévoyance militaire, mais avant d'adhérer, nous, en tant qu'acquéreurs, on a acquis nos lots des mains des propriétaires terriens. Est-ce que vous reconnaissez l'ACD détenu par le fonds de prévoyance militaire? Mais l'ACD même est contesté. Parce que nous avons engagé des choses, nous avons engagé des procédures afin de faire annuler cet ACD. Parce que l'ACD est contesté depuis même sa mise en œuvre par rapport à la lettre, par rapport à l'enquête Komodo. Parce que c'est l'enquête Komodo qui devait aboutir à l'obtention de l'ACD. Mais nous n'avons jamais levé nos oppositions jusqu'à aujourd'hui. Très bien. L'autre prudence, rapidement. Dans cette autre partie, on a reçu ici M. Hamon. M. Hamon qui semble aussi porter des grèves contre la partie de fonds de prévoyance militaire avec l'entreprise Sofia. Aujourd'hui, est-ce que vous, au moins, vous êtes en accord avec M. Hamon? Nous, Hamon, ce qu'il dit n'engage que lui. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Non, il dit aussi que c'est à lui la parcelle. Non. Nous, on a des propriétaires terriens qui sont avec nous, jour et nuit, et qui marchent avec nous, qui parlent le même langage que nous. Très bien. Voilà. Docteur Barry. Monsieur Amelbois, sur le plateau de Live TV ici, a dit qu'une négociation avait été entamée entre les services du fonds de prévoyance militaire, les acquéreurs et lui-même. Qu'en est-il de cette médiation-là? Il a dit, par exemple, si ma mémoire est bonne, qu'on devait vous donner 25 milliards et un certain nombre de lots. En tout cas, un montant assez important qui avait été refusé. Comme je le dis, quelque chose qui ne t'appartient pas, ça ne t'appartient pas. Comment est-ce que tu veux délocaliser quelqu'un sur ça? Mais est-ce que ça a eu lieu? Est-ce que cette rencontre-là entre vous, lui et le fonds de prévoyance militaire a eu lieu? Est-ce que la promesse a été faite? La rencontre a eu lieu sous l'auspice d'un haut gradé de l'armée. Et nous avons donné notre position. Nous ne sommes pas d'accord et nous voulons aller sur la procédure judiciaire. Et nous voulons aller sur la procédure judiciaire. C'est ce que nous avons maintenu.
Très bien. C'est cette même juge judiciaire qui lui a donné l'autorisation d'aller casser, n'est-ce pas? C'est pas cette même procédure. Herman, on va permettre à Gandhi. La procédure qu'il a engagée, il a tenté d'induire la justice en erreur. Parce que dans sa procédure, quand tu sais les gens à qui tu dois remettre un document et que tu fais sciemment de ne pas le remettre et tu vas faire assigner ça, tu vas signifier ça parquet pour faire croire à la justice que ces personnes refusent de venir. C'est une façon d'induire cette justice-là en erreur. Aujourd'hui, cette manœuvre est mise à nu. Et c'est ça qui est l'objet des arrêts des travaux aujourd'hui. Très bien, on va écouter, monsieur. Pas respecter. Question pour vous, Gandhi. Moi, ce que je veux savoir, c'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure de procédure judiciaire. Vous avez un conseil, vous, en tant que les acquéreurs, vous avez pris un conseil, vous avez des avocats? Oui. Et à ce jour-là, vous savez que quand on est en procédure judiciaire, il faut avoir tout un souffle, comme on le dit. L'ACD, c'est l'élément qui constitue, en fait, ce qui atteste qu'on a droit quand même à un terrain en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, vous êtes en divergence avec Touré Ahmed Bois, avec le Fonds de prévoyance militaire. Mais est-ce que vous avez un ACD? Et l'ACD qui est là, vous le contestez. Où est-ce que vous le contestez? Devant les tribunaux, jusqu'à aujourd'hui, vous le contestez? C'est devant les tribunaux, nous le contestons. Oui. Parce qu'il y a une procédure pour contester l'ACD. Oui. Et nous avons engagé cette procédure. Mais je dis, jusqu'à preuve de contraire, c'est l'ACD qui est l'élément qui détermine en fait la propriété en fait, d'un terrain en Côte d'Ivoire. Vous attaquez c'est la justice. Donc vous attaquez à la justice clairement. Et le reste, c'est votre conseil qui fait le travail. Moi, je pense, dès lors que vous êtes là et qu'on vous envoie un papier qui vient du tribunal de la justice, vous pliez, vous continuez le travail. Qu'est-ce que vous reprochez fondamentalement jusqu'à ce jour-là à ceux avec lesquels vous êtes en divergence, fondamentalement? Quand vous dites que nous ne contestons pas une décision de justice, c'est lui plutôt qui conteste une décision de justice. Parce qu'ils sont venus casser. On ne s'est pas opposé. On a engagé des recours afin de faire arrêter les travaux. Et nous avons obtenu une ordonnance d'arrêt des travaux. Où est l'ordonnance? L'ordonnance est là. Voici l'ordonnance qui est là, d'arrêt des travaux. Et vous dites que malgré l'ordonnance, les travaux continuent. Enfin, malgré l'ordonnance, voici le document qui a été signifié. Voilà. Et vous dites que malgré... Et ils ont engagé encore une procédure, encore en justice, et ils ont perdu. Voici encore une décision qui est sortie hier. Ils ont dit quand hier? Oui, c'est hier que j'ai retiré. Très bien. Voilà. Donc cette décision encore confirme, parce qu'ils ont fait appel, et cette décision confirme qu'ils doivent arrêter les travaux. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ne veulent pas arrêter les travaux. Alors aujourd'hui, vous avez la capacité de donner votre point. Qu'est-ce que vous voulez concrètement au stade de cette affaire? Et nous vous promettons donc de faire un plateau avec les trois parties. Monsieur Touré Ahmed Bois, Monsieur Anoma et puis vous-même. Pour bien comprendre et que les téléspectateurs puissent se faire une idée claire du point de situation. Mais en l'état actuel des choses aujourd'hui, pour terminer notre séance, notre conversation, qu'est-ce que vous désirez concrètement? Que devrait faire l'État de Côte d'Ivoire pour vous, en votre faveur? C'est ce que je dis. S'il y a cette crise, ça dépend de... C'est dû au fait des différentes réformes que nous avons au niveau du ministère. De la construction. Voilà. La réforme qui a instauré l'ACD, octobre 2013. Mais avant l'ACD, il y avait d'autres documents qui existaient avant l'ACD. Mais le ministère devait revoir sa politique de régularisation. C'est parce qu'il n'y a pas eu de suivi à ce niveau-là que des prédateurs du foncier viennent emmerder des pauvres citoyens. Fatiguer des pauvres citoyens. On n'est pas fort? Non, c'est pas fort. Parce que quand il y a mort d'homme, déjà, c'est grave. Bon, avoir un mort d'homme, déjà, c'est plus fort même que le mot que j'ai dit. Très bien. Maintenant, là, Christelle vous offre une lucarne pour vous faire votre doléance devant tous les Ivoiriens. La doléance que je veux, que je souhaite, que l'État se penche sur ce fléau-là. Parce que nous avons des documents administratifs, la lettre d'attribution. Le sous-préfet n'est pas n'importe qui. Bien sûr. Et ces lettres d'attribution, c'était l'objet de plusieurs enquêtes incommodo. Avant d'obtenir les attributions, il y a un process bien huilé. Très bien. Et on souhaite que l'État de Côte d'Ivoire vienne régulariser la zone de Achokwa et de Akoupé-Zedji le plus tôt possible pour qu'on mette fin à ces manœuvres d'un autre âge. Merci beaucoup, Herman. On n'aura plus le temps. On n'a plus le temps, Herman, justement. Rapidement. On n'aura plus le temps. Je pense que rendez-vous pris pour le prochain plateau. En face de vous, vous aurez donc M. Touré Ahmed Bois et M. Anoma. En tout cas, nous allons convoquer toutes les parties
et puis à l'effet de pouvoir vous expliquer. Et puis on espère que l'État Côte d'Ivoire fera en sorte que la sérénité et la paix reviennent, en tout cas, dans chacune des parties. C'est ce qui est important. Mais en tout cas, merci d'être venu. Vous êtes M. Lassina Meïté, secrétaire général du collectif des acquéreurs de Akopé Zedi à Chokwa. Vous contestez la qualité d'acquéreur du site que réclame M. Touré Ahmed Bois. Merci infiniment d'être venu. Nous terminons cette émission avec M. Charles Kouakou, réalisateur du film Toupé. Et je pense que ça arrive bien, ça tombe à point nommé, parce que Toupé, évidemment, c'est un concept ivoirien qui fait donc place aux alliances à plaisanterie pour amener la paix et la sérénité. Peut-être que vous allez intervenir dans le conflit qu'on vient d'énoncer, ça serait peut-être bien. Mais déjà, présentez-nous un peu votre initiative. Alors, je voudrais vous saluer chacun de vous pour l'opportunité que vous donnez à ce film de jouer le rôle que nous lui avons assigné, c'est-à-dire faire en sorte que les Ivoiriens et les Ivoiriennes puissent connaître leurs alliés et puissent se référer à ces traditions ancestrales qui ont permis une certaine quiétude dans nos pays jusqu'à maintenant. Très bien, on a une bande-annonce, je pense. Oui. On va regarder la bande-annonce et on se retrouve tout de suite. Allô, les urgences? Lieutenant Toba. Toba, garde-moi. Toba, va ici. Tu ne tueras personne, surtout à Lodi. Ces gens des gars sont au moins 5 ans de prison. C'est un petit bron. C'est toi qui m'as toujours parlé des alliances interethniques. Ah, c'est quoi? Bienvenue sur le panel de Ndrama Festival. Oui. Certaines circonstances nous ont réunis par pur hasard. Le sang de Yacouba dans le corps de mon neveu, ça jamais. Jamais. Alors, donc, c'est à voir ce film. C'est pour la paix, hein? Oui, tout à fait. Et puis nous rappeler ces alliances-là. Tout à fait, tout à fait. Vous voyez que nous n'avons pas, à travers ce film, cherché à faire un film documentaire, parce que les alliances sont multiples et multiformes, donc on ne pouvait pas en 52 minutes traiter. C'est clair. Mais nous avons fait une fiction qui va retracer donc des scènes de vie qui vont donc permettre de parler des alliances. Donc ici, on a vu lieutenant Toba qui devait aller en mission le jour de l'anniversaire de son épouse. Et malheureusement ou heureusement, la mission est annulée. Et donc, il vient à la maison pour faire une surprise à sa femme. Et c'est lui qui a donc une surprise. Sa femme est Gouro, lui, il est Yacouba. Que va-t-il faire? Et les Gouro et les Yacouba, ils ont il y a une alliance entre les Gouro et les Yacouba. Qui est le chef de qui, justement? C'est une question qu'il ne faut pas poser. Non, pas du tout. C'est une question qu'il ne faut pas poser. Il ne veut pas avoir de sang Yacouba dans son... C'est une question qu'il ne faut pas poser, c'est les Yacouba, bien sûr. Ok, d'accord. Ah bon, d'accord. Donc, dans tous les cas, comme nous avons dit, les alliances, il y en a un. Je sais que si je prends Christelle, elle est à Djoukro, donc elle est alliée au Haïti, elle est alliée au Aladjan. Et donc, ce qu'il faut retenir... Et avec les Dida, c'est quoi la relation? Non, c'est parce que vous êtes alliés aux Aladjan qui sont alliés aux Dida. Sinon, vous n'êtes pas liés directement aux Dida. Et c'est ça le côté intéressant. Parce que moi, je suis baoulé. Mes alliés sont les Agnis et les Brons. Les Brons sont alliés aux Sénofos. Donc du coup, si moi j'ai un conflit avec un Sénofo,
si un abron intervient, ça doit s'arrêter. Donc en réalité, ça devrait pousser toute notre nation ne même pas connaître de crise en réalité. Normalement, oui, si... Élisée. Non, allez-y, terminez. Oui, normalement, si, je vais dire, on remettait ces alliances au goût du jour. Moi, j'ai été, je vais dire, légèrement choqué quand on a fait l'avant-première à l'Ivoire, et des Baoulés de 40 ans viennent me voir pour dire, mais vous avez dit que nous sommes allés aux Agnès, vrai? C'est pas vrai? Oui. Ah, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Oh. Alors, quand vous ne savez pas que ce sont vos alliés, si vous ne savez pas qu'il y a certaines choses que vous ne devez pas faire, par exemple, Herman Bonatier ne peut jamais verser le sang d'un Dida. Si le fait, va payer. Ça, je sais. Wow. Voyez? Et donc, vous allez voir aussi que dans le film, il y a une autre scène qu'on a mis, un homme politique qui veut le pouvoir par tous les moyens. Et après, il se rend compte que les moyens qu'il utilisait ne pouvaient pas aboutir parce qu'en face de lui, il est xénophobe, mais en face, il y a des Yacouba. Et s'il va verser le sang des Yacouba, il sera obligé de payer, c'est un sacrilège. Et donc, on va terminer le film avec ces jeunes gens qui vont se désarmer. Et moi, je vais terminer notre rencontre en vous donnant rendez-vous la semaine prochaine. Je pense que c'est une plateforme qui va promouvoir la paix et resserrer nos liens en tant que nation. Oui. C'est très important. Votre mot, dernier mot, est-ce qu'il est en diffusion quelque part? Alors, on a lancé ce qu'on appelait la route de la paix par les alliances. Ah, magnifique. Et donc, la première étape, ce sera à Toumaudi, le dimanche à 18h. Nous invitons toute la population de Toumaudi à venir voir. Et je vous assure que quand vous sortez de cette séance de projection, vous commencez à respecter votre frère. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone pour les régions qui aimeraient vous recevoir après Toumaudi? Oui. Allez-y. Oui. Nous sommes au 01 40 01 11 81. 81. Tout est rempli de 1 parce qu'on ne peut pas parler des alliances. 01 parce que les ancêtres sont avec moi, donc on est toujours... Ok, 01 40 01 11 81 pour les régions ou villes de Côte d'Ivoire qui aimeraient avoir ce film tout près. Et on vous reprogrammera by fire, by force, comme on allait dire. Messieurs, on ne pourra pas pousser, mais on le ramène. C'est clair, il reviendra. Vous êtes Monsieur Charles Kouakou, réalisateur du film Toupet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci à vous de nous avoir suivis. Paris tenu, rassurez-vous, on vous ramènera donc tous les acteurs du conflit foncier d'Akupé-Zodji. Je voudrais vous garantir cela. Et puis, évidemment, M. Charles Kouakou reviendra. Merci beaucoup. Excellent week-end à vous, Gandhi, Herman, Élisée, Dr Barry. Merci surtout à vous de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. Vous avez été très, très nombreux. Merci, merci, merci et merci. La semaine prochaine, c'est une autre semaine qui commence. Que Dieu nous garde. Les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.